Bonsoir Jean-Robin. Bonsoir. Nous avons fait connaissance lors d'une première entrevue au mois de juin dernier, au cours de laquelle nous avons parlé de votre livre intitulé « Ils ont tué la télé publique » aux éditions Tatami. Je rappelle pour ceux de nos lecteurs qui ne vous connaissent pas encore que dans cette première publication, vous menez une analyse très minutieuse et très documentée sur la dérive des chaînes publiques, et notamment les pratiques scandaleuses de certains animateurs vedettes, les fameux voleurs de patates dont parlait Canal+. Et au centre de ce travail d'enquête, il y a une étude très intéressante et très utile du système Ardisson, de sa mécanique et de ses mensonges. Voilà. Nous en avions parlé donc au mois de juin et nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de votre nouvel ouvrage, La Judéomanie, publié en septembre dernier dans la même maison d'édition, les éditions Tatami. Alors, avant d'aller plus loin, il faut préciser que cet ouvrage a reçu un accueil encore plus glacial que le précédent. Hein. Il faut dire aussi qu'un titre tel que celui-là n'est pas de nature à rassurer sur le contenu. Voilà, je ne vous cacherai pas que j'ai moi-même tressailli en voyant la couverture. Qu'est-ce que la judéomanie et quelle forme peut prendre ce phénomène que vous décrivez dans votre livre? Qu'est-ce qui dans les faits le révèle? Alors déjà, merci de m'accorder cet espace de liberté d'expression. C'est normal. Ce livre fait l'objet d'un blackout quasiment total, ce qui est absolument, j'estime, scandaleux, étant donné que ce livre défend des valeurs républicaines, anticommunautaristes, et j'ajouterais même que c'est un magazine qui est qualifié d'extrême droite, donc le choc du mois, pour ne pas le nommer, qui a écrit le seul article dans la presse hors Internet, parce qu'il y a l'Observatoire du communautarisme également qui a fait un dossier dessus, mais hors Internet, il n'y a qu'un magazine qualifié d'extrême droite qui a fait un très bon papier dessus, un papier tout à fait digne, pas du tout antisémite justement, ce qui me fait dire que ce qu'on qualifie généralement d'extrême droite ne le mérite peut-être pas. Et qu'au contraire, on ferait bien de regarder aussi de l'autre côté pour voir ceux qui qualifient assez facilement ce genre de publication ou d'idées d'extrême droite ou d'antisémite ou de tout ce qu'on veut. Voilà, ça c'est la première chose que je voulais dire. Et rendre hommage aussi à Vox Calier, donc au choc du mois. Alors le titre, évidemment, peut choquer. Ce n'est pas fait pour, puisque j'explique dans le livre que cette étymologie s'est plutôt imposée à moi. J'expliquerai pourquoi après. Mais je voudrais dire déjà qu'il y a le titre, mais il y a aussi le sous-titre, qui est aussi important. Et je rappelle le sous-titre de ce livre, c'est, donc vous l'avez là, Elle nuit aux Juifs, elle nuit à la République. Donc ce qui axe bien le débat, c'est-à-dire que je me place sous l'angle antiraciste, justement, tout en dénonçant par ailleurs un antiracisme, et je reviendrai là-dessus. Donc, il vous a fait sursauter, peut-être parce qu'on est dans un pays où, quand on parle des Juifs, ou de la communauté juive, ou de certains communautarismes, il n'y a plus de parole, et encore une fois, le fait que vous soyez le seul à parler de moi, avec quelques exceptions, en est une nouvelle preuve. Donc c'est ça qui n'est pas tolérable. On doit pouvoir parler de tout, surtout si c'est sous un angle républicain. Et donc, c'est sans doute cette habitude qui s'est mise dans notre inconscient collectif qui vous a fait sursauter. Alors qu'en réalité, je dénonce des dérives de la République. Une République qui plonge dans le communautarisme depuis 25 ans, et donc cela ne mérite certainement pas un sursaut. En tout cas, je ne dirais qu'on ne juge pas un livre à sa couverture, et que vous avez eu l'intelligence de l'ouvrir, contrairement à certains journalistes ou à certaines librairies qui l'ont refusé de par son titre. Mais je pense que c'est un livre qui s'imposera dans la durée et dont le terme judéomanie et judéomane pour qualifier les gens qui pratiquent cette politique s'imposera. Qu'est-ce qu'on vous a opposé comme motif? Parce que vous avez quand même fait une vingtaine de demandes de publication auprès des grandes maisons d'édition. Et qu'est-ce qu'on vous répond? Vous savez, ce sont les réponses, je dirais, classiques quand on n'a pas d'argument. Donc, on a qualifié mon livre de scabreux, on a qualifié mon livre de déchet, en tout cas des idées qu'il contenait.
sans jamais, donc c'est toujours l'anathème, l'invective, et jamais l'argument. Et on est en plein dans le débat finalement, parce que ce dont la France se meurt aujourd'hui, c'est notamment de ce manque de débat, de ce manque de confrontation, de ce manque d'argumentation. Et les antiracistes, pour ne parler que d'eux, sont les premiers responsables de cette situation qui a limité la liberté d'expression, le niveau d'argumentation et empêche à la liberté d'esprit d'avoir lieu. Alors revenons donc sur la judéomanie. Comment se manifeste-t-elle? Enfin, qu'est-ce que c'est déjà, précisément? Oui, pardon, donc je n'ai pas répondu à votre question. Donc la judéomanie, étymologiquement, puisque c'est un néologisme que j'ai créé, cela signifie l'admiration outrée pour tout ce qui touche aux Juifs, à la communauté juive, ou à la mémoire des Juifs. Et ce qui est spécifique, c'est que cet excès se retourne contre les Juifs eux-mêmes. C'est pour ça que j'ai dit, dans le sous-titre, elle nuit aux Juifs. Donc en fait, c'est l'idée de placer les Juifs, dans leur ensemble, au-dessus des autres. Donc les différencier. Et comme vous le savez, on ne peut pas placer une communauté, quelle qu'elle soit, ni en dessous des autres, ni au-dessus. Et le thème de ce livre, c'est de constater le fait qu'il existe une discrimination positive aujourd'hui, alors que la Constitution française l'interdit, mais elle est bel et bien existante en France. On favorise politiquement, médiatiquement, législativement, les Juifs ou des Juifs, et cela a pour conséquence de créer, au mieux, je dirais, une sorte de jalousie malsaine, et au pire, de l'antisémitisme. Tout en produisant un certain nombre d'effets autres, comme le communautarisme, évidemment, qui est le pire, et la compétition victimaire, dans laquelle on baigne aujourd'hui, ce que Pascal Bruckner appelle la repentance, sans jamais parler du rôle énorme de la Shoah dans cette repentance, puisque toutes les repentances dans lesquelles on baigne aujourd'hui, que ce soit la repentance anticoloniale ou la repentance liée à l'esclavage, et d'autres à venir certainement, procèdent de la judéomanie, donc de la repentance par rapport à la Shoah. C'est-à-dire qu'on a ouvert la boîte de Pandore. Voilà la thèse de ce livre, c'est qu'en plaçant la communauté juive au-dessus des autres, on a incité les autres communautés, on a inspiré ces autres communautés pour prendre exemple sur ce qui a été fait avec la communauté juive et à plonger donc dans le communautarisme. Alors comment se manifeste-t-elle cette judéomanie, des faits comme ça dans l'actualité, récents ou moins récents, mais quelles ont été ces dernières expressions? Alors, tout au moins celles que vous avez relevées, celles qui vous reviennent. Ouais. Alors, je sais que vous faites des incrustations, donc peut-être vous pourrez incruster le blog dans lequel justement je poursuis. Le blog de la judéomanie. Le blog sur le livre La judéomanie, dans lequel je poursuis l'œuvre entamée avec ce livre en essayant de parler de l'actualité de ce livre qui est assez liée à l'omerta de toute façon, et puis l'actualité du phénomène judéomane en France. Et je commence à regarder un peu autour de la France aussi, si ça se présente, pour constater qu'en effet, on baigne aujourd'hui dans la judéomanie, et de plus en plus, comme je l'expliquais, dans l'islamomanie et dans la négromanie. Donc, qui sont des néologismes liés à ce phénomène de la judéomanie. Alors, par exemple, je ne sais pas, moi, je prendrais l'exemple dont on parle très peu, justement, dans les médias, du financement de la synagogue de Buteau. Et je le corroborerai avec un fait qui a eu dans l'actualité très récente, c'est cette histoire de statue de Jean-Paul II, alors qui a créé une manifestation monstre, reprise par les médias, je vois que c'était pas si monstre que ça finalement, mais organisée par des partis d'extrême gauche, j'ai l'impression, qui revendiquait pour la laïcité. Mais le maire l'a très bien expliqué, c'est pas d'aller contre la laïcité que de financer un monument pour un homme. Je veux dire, il y a des monuments de Gaulle, vous allez à
Champs-Élysées Clémenceau, vous avez De Gaulle, Churchill et quelques autres. Bon. Pourquoi pas Jean-Paul II? Donc ça ne va pas contre la laïcité, et pourtant on manifeste contre ça en disant l'État n'a pas le droit, ou les collectivités locales n'ont pas le droit de financer. C'est faux. Par ailleurs, l'État finance un lieu de culte à hauteur de 8 millions d'euros, donc ce qui est une modique somme, hein, je pense que c'est ce que vous gagnez en 2 jours, moi aussi. 8 millions d'euros pour une synagogue, à Puteaux en l'occurrence, donc le maire est, je crois, d'après mes lectures, très proche de Nicolas Sarkozy. C'est le seul à l'avoir révélé, c'est la personne, encore Internet, voilà, c'est celui qui fait monputeaux.com, c'est là où je l'ai lu, en tout cas je l'ai lu nulle part ailleurs pour l'instant. Donc on a vraiment ce 2 poids 2 mesures, parce qu'on voit bien que dans un cas, il n'y a pas entrave à la laïcité, et pourtant tous les médias le reprennent, et dans un autre cas, on a une entrave à la laïcité qui est flagrante, personne n'en parle, 8 millions d'euros, et on voit bien l'effet que j'appellerais islamomane par rapport au débat sur les constructions de mosquées, que cela peut avoir. C'est-à-dire comment vous voulez refuser à une communauté musulmane qui viendrait vous voir, que ce soit plutôt ou ailleurs, en disant regardez, vous ne pouvez pas nous refuser 8 millions d'euros pour la construction d'une mosquée cathédrale ou d'une mosquée, puisque vous l'avez accordé à une synagogue. Voilà un cas typique de judéomanie. C'est-à-dire ce qui est en cause, ce n'est pas la communauté juive. La communauté juive, alors je vais avoir l'occasion de... Parce que c'est très important que les choses soient très claires là-dessus. À aucun moment dans le livre, je ne mets en cause la communauté juive, les juifs. À aucun moment. Ce que je mets en cause, et je ne dis pas d'ailleurs que les juifs en font trop. Jamais. Mais je dis, on en fait trop pour les juifs. Et ça, c'est essentiel parce que, pour comprendre cette thèse, et voir que mon problème n'est pas une communauté plutôt qu'une autre, c'est l'État. C'est la politique menée par ceux qui nous gouvernent, ceux que nous avons élus, et c'est contre eux qu'il faut se tourner, voire se retourner, quand on veut lutter contre la judéomanie qui amène l'islamomanie, la négromanie, etc. Et donc, il faut que les choses soient tout à fait claires dans ce domaine. Alors, comment est née l'idée d'écrire sur un tel sujet? Vaste question. En fait, il y a une double raison. D'un côté, je dirais que c'était un phénomène qui crevait les yeux, mais que j'avais du mal à m'expliquer et à expliquer. Je manquais de mots. Et vous savez, quand on manque de mots, soit on devient violent, ce qui n'est pas mon habitude, soit on essaie de comprendre. Et donc j'ai essayé de mettre des mots, quitte à en inventer, ce que j'ai fait, sur un phénomène. Donc ça, c'est la première chose. Et parce que, juste pour finir sur ce point, il existait des mots dont on nous rabattait les oreilles constamment, comme sioniste par exemple, dans lesquels je ne me retrouvais pas du tout, puisque j'ai la faculté intellectuelle de consulter un dictionnaire, ce que devraient faire beaucoup de gens aujourd'hui qui utilisent ce mot sioniste, soit qu'ils soient pro-sionistes, soit anti-sionistes, comme ils se définissent eux-mêmes, et ils remarqueraient que le sioniste est celui qui est pour la création de l'État d'Israël. Or, cette création a eu lieu en 1948, donc le sionisme a abouti, et donc plus personne ne peut se réclamer aujourd'hui du sionisme, puisqu'il a abouti. On ne se réclame pas de mouvement politique qui a abouti, par définition. Donc, et ça c'est très important parce que les mots créent le monde, et réciproquement. Donc, on ne peut pas employer à tort et à travers des mots comme sionistes qui charrient avec eux toute une histoire, mais le sionisme relève de l'histoire. Donc, sioniste est un mot dépassé, c'est un mot du passé, c'est un mot désuet et obsolète, donc il convient d'employer les mots étymologiquement corrects pour qualifier un phénomène. Voilà. Donc passons, soyons modernes, vivons avec notre temps. Et donc ça, c'est la première, c'est une des deux raisons qui m'a motivé à écrire ce livre, parce que je pense que c'est nécessaire que ce mot passe dans le langage courant. L'autre raison qui m'a poussé à écrire ce livre, c'est que dans mon histoire familiale, il y avait effectivement
ce double sentiment, parce que je suis issu en fait d'une double histoire familiale. D'un côté, un grand-père orphelin de déportés résistants, non juif, de l'autre, un grand-père qui est juif et qui s'est caché pendant toute la guerre pour échapper aux nazis et à la Gestapo. Et alors justement, donc c'est quelque chose que j'ai... peut-être mon histoire familiale me permet de mieux comprendre ce phénomène pour après l'expliquer, d'avoir une vision un peu plus lucide que d'autres, parce que j'ai cette double appartenance, entre guillemets. Et alors, je voulais en profiter pour dire que c'est pas parce que, comme je vais pouvoir l'expliquer, je m'en prends au système, au parti au pouvoir, depuis 25 ans, que pour autant j'accrédite la thèse d'un parti comme celui de Jean-Marie Le Pen. Et je pense que c'est le bon moment pour dire que, par rapport à cette histoire familiale, Jean-Marie Le Pen a tenu des propos absolument, que j'estime absolument scandaleux sur la Deuxième Guerre mondiale. Mon grand-père a été emprisonné par la Gestapo à l'âge de 16 ans, que son propre père a été déporté par la Gestapo à Buchenwald et qu'il a été assassiné à Dora en construisant des V2 par cette même Gestapo, et que mon autre grand-oncle, celui-là c'était mon grand-père non juif, et que mon grand-père juif, lui, s'est caché pendant toute la guerre et que ses parents ont échappé de peu, comme je l'explique dans le livre, à la Gestapo qui était venu toquer à la porte de mon arrière-grand-mère pour savoir s'il y avait des juifs dans l'immeuble. Il y avait réchappé par miracle. Donc, que les choses soient bien claires, ce n'est pas parce qu'on met en cause l'antiracisme qu'on est raciste soi-même. Et moi, je mets en cause aussi bien l'antiracisme que Le Pen. Et ça me permet de dire aussi que je différencie clairement Le Pen, ce qu'il est, tout ce qu'il a dit ces 20 ou 30 dernières années, du peuple français et de la fraction qui le soutient, qui est en sympathie avec ses idées ou qui veut, à travers lui, ébranler le système. Voilà. Je fais bien la distinction entre les deux et je condamne un homme et non pas tous ceux qui s'en réclament.